Alors pour présenter le livre, je partirai d'une remarque. On entend souvent employer l'expression laïcité à la française. C'est une expression assez énigmatique, puisque d'un côté, si on la prend littéralement, elle semble signifier que la France se caractériserait par une forme spécifique de laïcité. Mais l'emploi que l'on en fait souvent semble signifier aussi, et plus confusément, que la laïcité serait une spécificité, voire une exception française. La France ayant de fait non seulement inventé la notion, mais ayant en quelque sorte donné sa forme pure à ce concept. Si bien que l'expression laïcité à la française signifierait que la France est le pays par excellence de la laïcité dont elle fournirait le modèle. Alors il me semble que le livre de Jean Bobéro entend mettre fin non seulement à cette confusion, mais à cette présentation un peu naïve du concept. Sur l'exception française, vous avez une note particulièrement ferme et même carrée, si je puis dire, page 71. Voici ce que vous dites. Ah, c'est dans la laïcité falsifiée, excusez-moi. Oui, je me suis beaucoup appuyé aussi, en plus, sur le livre précédent de Jean Bobéro qui s'appelle La laïcité falsifiée, qui est paru à la Découverte. Le présent livre étant paru, lui, aux éditions de l'École pratique des hautes études. Non, la Fondation Maison des sciences de l'homme. Ah, excusez-moi, je confondais la Maison des sciences de l'homme et l'École pratique. Donc, dans la laïcité falsifiée, page 71, vous dites « L'utilisation permanente et grandiloquente de l'expression exception française favorise le développement d'une idéologie nationaliste. » Donc, condamnation ferme de cette expression, mise en circulation, je crois, par Debré, d'après ce que vous avez dit. À ma connaissance, je n'ai pas trouvé d'emploi avant celui de Debré, mais bon, si jamais quelqu'un en trouve, tant mieux. Ah oui, il faut parler dans le micro. Excusez-moi. Bon, moi personnellement, j'ai pas trouvé d'emploi de cette expression avant Régis Debray en 89-90, 1989-1990. Ceci dit, bon, si jamais un jour quelqu'un trouve un emploi dans un texte, je suis preneur, évidemment. Hein, la science progresse comme ça. Entendu. De même, sur le modèle français, vous dites de façon aussi très ferme, page 16 de votre ouvrage, il n'existe pas un modèle français de laïcité, mais différentes représentations selon les acteurs sociaux. Enfin, sur le concept et sa forme pure, eh bien, on notera ce que l'on peut considérer comme votre anti-essentialisme. Vous estimez que penser la laïcité en termes d'essence, c'est se méprendre et ne pas se donner les moyens de bien comprendre ce qui est en jeu. Alors cet anti-essentialisme, je le note tout de suite, c'est ce qui distingue sans doute votre démarche de celle de Catherine Kinsler dans Penser la laïcité. Je l'évoque d'autant plus volontiers qu'elle avait été invitée à présenter son livre à Cité-Philo l'an dernier, puisqu'elle s'efforce, elle, de construire philosophiquement un concept rigoureux de laïcité, de façon à lui donner une sorte de force normative et en déduire tout ce qu'on peut en déduire concernant les questions du temps. Des questions très, comme on les qualifiait à l'époque encore à l'époque de Kant, de casuistique. Faut-il interdire le port de la burqa? Bon, ben voilà, Catherine Kinsler déduit, sans doute d'ailleurs comme Jean Bobéro, le fait que ça n'engage pas la laïcité, mais ce serait tout au plus une mesure de police ou d'ordre public. Votre démarche, à vous, est différente. Elle est moins philosophique que socio-historique. Vous ne cherchez pas une essence, mais, considérant et examinant la grande diversité des représentations et des discours qui se réclament de la laïcité et qui sont engagés dans une sorte de débat permanent les uns avec les autres, vous cherchez, je vous cite, comment se produit la définition socialement légitime de la laïcité à un moment donné. Votre point de vue se présente donc à première vue comme descriptif et non normatif. Mais en même temps, il permet de comprendre quelle est la conception de la laïcité qui a acquis une force normative. D'où l'expression définition socialement légitime. C'est important peut-être pour éviter le reproche qu'on pourrait vous faire, qu'on vous a peut-être fait de sociologisme. C'est aussi ce qui marque le fait que vous n'êtes pas seulement sociologue, vous êtes aussi historien. C'est-à-dire vous préoccupez de savoir effectivement quel est à un moment le modèle de laïcité qui s'est imposé. Et la question se pose de savoir si ce modèle d'ailleurs
nous devons le reconduire et le préserver, ou s'il faut éventuellement le reconsidérer, le repenser. Je noterai tout de même qu'entre socialement légitime et juridiquement institué, il y a peut-être un écart, et peut-être l'écart d'ailleurs qui là aussi sépare ce qui pourrait être le regard du seul sociologue et le regard de l'historien. Quoi qu'il en soit, c'est cela qui explique que le gain d'intelligibilité que vous escomptez de cet examen rigoureux non seulement produisent des effets critiques, par exemple déface les stéréotypes que charrient de nombreux discours qui réclament aujourd'hui de la laïcité, par exemple une certaine coupure du public et du privé dont vous montrez que la façon dont elle est déclinée, elle est impropre et infidèle à l'esprit de la loi de 1905, non seulement les effets critiques, mais aussi les enjeux politiques. Page 22, par exemple, vous dites ceci. Les rapports de force actuels dépendent pour une part de la maîtrise socio-culturelle des changements récents. Ne pas prendre en compte l'historicité de la laïcité française, l'essentialiser, rend incompréhensibles les déterminations induites par la dynamique sociale et fait que les actions de défense ou de promotion de la laïcité n'aboutissent pas aux résultats escomptés par leurs auteurs. Et vous avez à la fin d'ailleurs une belle formule, vous dites « le langage utilisé fait partie du rapport de force ». Dans l'introduction du texte que nous avions rédigé pour présenter la série des séances sur comprendre, nous avions écrit « la bataille se poursuit jusque sur le terrain sémantique ». Je pense que nous nous sommes rencontrés à ce sujet. Revenons à votre méthode. Au lieu de mesurer les divers discours qui circulent dans l'espace public à un concept de laïcité qu'on aurait préalablement construit, vous préférez faire l'archéologie de ces discours, dont la diversité et l'hétérogénéité montrent que le prétendu modèle d'une laïcité à la française est en vérité introuvable. Simplement, ce qui est intéressant, et on va enfin venir au titre même de votre livre, c'est que s'il n'y a pas de modèle français de la laïcité, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, c'est dire plutôt qu'il y a en vérité plus d'un. Au point qu'en comptant bien, on n'en trouve rien moins que 7. 7 laïcités, vous êtes quand même le premier à avoir établi cette richesse du corpus. Alors, on peut ici que vous inviter bien sûr à lire le livre après nous, vous verrez qu'en examinant ces 7 laïcités françaises, il y a de fortes chances que le lecteur retrouve celle qu'il considérait jusque-là pour son propre compte, un peu naïvement comme le modèle français de laïcité, et qui ne correspond d'ailleurs pas forcément au modèle qui se trouve juridiquement institué. Donc il y a du jeu entre ces différents modèles. Certains de ces modèles, nous les avons en tête, ils ont tendance à oblitérer les autres, ou bien nous avons fabriqué quelque chose qui prend des éléments à plusieurs de ces modèles. On apprend donc du coup beaucoup en les voyant décrits de façon idéale typique. On va revenir sur ce terme tout à l'heure. Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'en lisant ce livre, le lecteur comprend mieux les raisons pour lesquelles les choses apparaissent aujourd'hui si embrouillées. Et peut-être, en lisant le livre, verra-t-il se dissiper l'étrange malaise qui règne actuellement autour de ces questions, et qui fait qu'aujourd'hui, quiconque fait preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle ou de clairvoyance politique est contraint de se demander, lorsqu'il parle ou qu'il entend parler de laïcité, de quelle laïcité au juste il est question. Surtout quand on sait que depuis quelques années, en raison d'un certain nombre de manipulations remarquablement analysées dans votre précédent livre, La laïcité falsifiée, on assiste à une véritable captation de la laïcité au profit de discours xénophobes. Alors il me semble que l'avantage du présent livre, c'est qu'il va fournir à ceux qui refusent cette falsification ou ce chantage, d'abord une argumentation rigoureuse, qui permettent sur ces questions non seulement de clarifier les idées, mais je dirais en plus de reprendre politiquement l'initiative. Et ça me paraît ça très important. Encore un mot sur la méthode, parce qu'elle me paraît vraiment très importante. Elle est socio-historique, je l'ai qualifiée d'archéologique, mais elle est surtout idéal typique. Vous reprenez le concept d'idéal type évidemment Max Weber, mais vous le spécifiez d'une façon originale que j'ai envie de qualifier presque de structurale, même si vous préférez le mot plus modeste de typologie.
Vous montrez en effet que chacune de ces 7 laïcités combine nécessairement, mais de façon chaque fois différente, 4 grands indicateurs. De ces 4 indicateurs, vous dites que chacune des 7 laïcités françaises s'y réfère, et qu'on peut donc, ces 7 laïcités, je cite, les distinguer par leur conception spécifique et leur articulation, donc la façon dont elles conçoivent et dont elles articulent, 4 éléments. La liberté de conscience, et ses divers rapports avec la liberté de religion, ce qui n'est pas la même chose, l'égalité des droits sans condition religieuse, ce que vous appelez aussi principe de non-discrimination, la séparation, entre autres choses, et fondamentalement de l'État et de la religion, mais le concept peut s'entendre de façon plus large, et la neutralité, bien sûr, de l'État en matière religieuse, mais là aussi, le concept de neutralité a eu tendance à être compris de façon de plus en plus extensive ces dernières années. Alors, l'intérêt d'une telle grille, c'est qu'elle n'est pas seulement descriptive. Elle va effectivement, à mon avis, induire une forme de normativité, puisque ce qui va se passer, c'est que vous allez montrer comment, bien sûr, ces 7 laïcités combinent ces différents éléments, mais on va voir tout de suite pourquoi. L'une de ces laïcités, la laïcité séparatiste qui a abouti à la loi de 1905, les combine d'une façon particulièrement stricte et rigoureuse, et c'est quand même celle-là qui va, à mon avis, servir, si je puis dire, de supra-idéal type pour mesurer les écarts qu'effectuent les autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, mais j'essaie de comprendre comment votre méthode, à la fois, se veut rigoureusement descriptive et donc épistémologiquement neutre, mais en même temps, comment vous arrivez à munir l'étude d'un intérêt supplémentaire qui consiste à montrer en quoi l'un de ces modèles est, au fond, à juste titre, devenu socialement légitime. Ce qui conduit à dire un mot de plus sur la méthode. Pour établir la liste de ces 7 idéal types, vous n'avez pas été chercher au petit bonheur la chance. Vous avez eu l'idée de choisir un centre d'observation privilégié. Vous avez en effet commencé par vous installer dans ce moment historique particulier exemplaire qu'a été le débat autour de la loi de séparation de 1905. Vous montrez que c'est le moment où les grandes options possibles autour de la laïcité ont trouvé, via la qualité exceptionnelle des discours et des argumentations qui se sont confrontés, leur forme classique. Il faut dire que c'est quand même un débat qui voit s'opposer des gens de la taille d'un Combes, Briand, Jaurès, Clémenceau. On aimerait aujourd'hui, de la part de notre classe politique, avoir des débats de ce haut vol, parce que je peux vous dire que quand on lit les extraits de ces discours que cite Jean Bobéro, ça a de l'allure et les argumentations sont fortes. Vous montrez donc qu'à cette occasion, 4 grands types de laïcité se sont affrontés, dont l'un, à vos yeux, le plus libéral et le plus clairvoyant, donc le plus durable du même coup, a finalement triomphé. Pour autant, vous indiquez que les types de positionnement laïque, les 3 autres, qui ont été mis en minorité, surtout les 2 premiers, lors du vote de la loi de 1905, n'ont pas disparu. Ils continuent d'habiter beaucoup d'esprits, de produire des malentendus, des contresens, dont le plus spectaculaire réside dans le fait qu'en général, les gens croient que la loi de séparation de 1905, c'est Combes qui en est finalement l'origine et l'auteur, alors que Combes a été battu dans ce débat, et c'est Aristide Briand et Ferdinand Buisson qui sont les 2 auteurs majeurs de cette loi. Ferdinand Buisson s'est un peu détaché pour un débat sur l'article 4 sur lequel nous reviendrons, et Jaurès ayant rejoint Briand et l'ayant fortement soutenu. Ce sont des points d'histoire dont il importe quand même de les rétablir pour effectivement ne pas se faire des idées fausses. Mais il s'agit de plus que de malentendus et de contresens. Il s'agit plutôt d'une sorte d'évolution paradoxale, d'une sorte de renversement d'où résulte l'écart assez fâcheux que nous enregistrons aujourd'hui entre le régime juridique de la laïcité tel qu'il est établi depuis un siècle et tel qu'il fonde la jurisprudence,
et la façon dont la laïcité est idéologiquement conçue, glosée, dans le champ social. C'est-à-dire que beaucoup de discours qui se tiennent sur la laïcité ne correspondent pas véritablement à la loi de séparation de 1905 dans sa stricte rigueur, et donc ne collent pas avec la jurisprudence telle qu'elle se trouve appliquée par les tribunaux. D'où, dites-vous d'ailleurs, l'impression injuste, infondée, sur laquelle la laïcité serait de plus en plus attaquée, parce que l'idée que les gens s'en font n'est pas en rapport avec la jurisprudence effective. Alors ce divorce est encore aggravé par le fait que les 3 autres types de laïcité, puisqu'il y en a 7, on a donc vu qu'il y en avait 4 qui se sont définis autour du débat autour de la loi de 1905, les 3 autres de laïcité que vous examinez ensuite et que vous regroupez sous l'appellation les nouvelles laïcités apparaissent comme des altérations, des tentatives plus ou moins ouvertes, plus ou moins confuses, de modifier le point d'équilibre qui avait été trouvé avec la loi de 1905. Pour témoigner de ce que j'appelle ce renversement, je prendrai, et je m'arrêterai là-dessus pour la présentation générale, le dispositif même de votre livre. Les 2 premières laïcités, vous les appelez laïcité religion civile, vaincue en 1905, forte aujourd'hui. Les 2 suivantes, les laïcités séparatistes, victorieuses en 1905, dominées aujourd'hui. Vous voyez donc l'espèce d'inversion qui s'est produite. Alors avant d'examiner dans le détail ces 7 laïcités, je vous donne la parole pour que, éventuellement, vous me disiez si cette présentation vous satisfait, si vous avez des inflexions à proposer, des critiques à me faire, si j'ai mal lu le livre, c'est possible. Non, pas du tout. Effectivement, ma démarche est plus socio-historique que philosophique. Ceci dit, pour moi, il y a évidemment un contenu de philosophie politique dans les diverses représentations de la laïcité. Bon, simplement, effectivement, et c'est là que ma démarche se différencie de celle de Catherine Kinsler. Catherine Kinsler, pour moi, est disons la meilleure dans son optique. C'est elle dans l'optique, qui pour moi est celle d'un gallicanisme républicain, a le plus rigoureusement théorisé et donné une forte cohérence interne à cette optique. Bon. Mais effectivement, comme vous dites, du coup, on arrive à une définition normative de la laïcité. Alors après, elle s'intéresse effectivement à ce qui se passe, aux problèmes concrets qui arrivent aujourd'hui, mais et ça sera la seconde différence. Alors, à partir donc d'une démarche descendante, si vous voulez, puisque on commence par créer un concept normatif, et puis après on l'applique à des enjeux sociaux actuels. Bon. Et puis, ma seconde divergence avec elle, c'est que du coup, quel est son mode de saisie du réel ? Quel est son mode de saisie du réel ? Bon, elle a notamment participé au Conseil à l'intégration, et au Conseil à l'intégration, effectivement, engrangé beaucoup de cas empiriques, mais avec quelle méthode ? Et c'est ça le grand problème. Moi, j'ai un peu étudié à la suite de Léonore Lespinard, qui l'a fait d'ailleurs beaucoup plus systématiquement que moi, l'évolution du référentiel du Haut Conseil à l'intégration. Quand le Haut Conseil à l'intégration a été créé par Michel Rocard, les premières années, ces références étaient des analyses sociologiques, des analyses universitaires, etc. Et puis, de plus en plus, et notamment les dernières années de son existence, le Haut Conseil à l'intégration cite des articles de journaux. Bon. Il ne cite plus des références savantes, disons, il ne cite plus des références universitaires, il cite des références médiatiques. Alors je ne veux pas dire que les journalistes font forcément mal leur travail, mais comme chacun sait, les journalistes doivent parler des trains qui arrivent en retard, pas des trains qui arrivent à l'heure. Bon, donc combien de trains arrivent en retard par rapport au nombre de trains qui arrivent à l'heure? Ça, c'est pas un problème que se posera un journaliste. Bon, j'ai une anecdote significative, qui en elle-même ne signifie rien, sinon qu'elle évoque en chacun d'entre nous d'autres exemples semblables.
Charles Comte, qui est secrétaire général de la Ligue de l'enseignement sur les questions de laïcité, reçoit un journaliste d'un hebdomadaire actuel, et le journaliste lui demande quels sont vos problèmes de laïcité. Et Charles Comte lui dit, on n'a pas de problème de... Alors la Ligue de l'enseignement, elle regroupe 1 600 000 personnes au niveau des usagers dans 30 000 associations qui ont des activités périscolaires. Il lui répond, on n'a pas de problème de laïcité, et il commence à dire, je vous explique comment on arrive pour pas avoir de problème, parce que justement, les trains qui arrivent à l'heure, c'est le résultat d'un travail, et les non-événements médiatiques, c'est le résultat d'un travail et de jeu de différents acteurs. Bon. Et le journaliste l'interrompt tout de suite en lui disant, mais ça m'intéresse pas, indiquez-moi une association qui a des problèmes de laïcité. Bon. Et donc voilà, alors donc à partir de là, je pense que la saisie du réel est biaisée, et que du coup l'application normative, disons, du concept n'est pas adéquate, puisque on l'applique à une réalité, disons, où l'émergé devient les 9/10 et l'immergé le 1/10, alors qu'on sait très bien que dans l'iceberg, c'est 1/10 qui est émergé et 9/10 qui est immergé, quoi. On ne saisit que la réalité médiatiquement visible et pas le reste. Bon. Donc ça, c'est effectivement une différence, mais il y a donc quand même évidemment des philosophies politiques qui sont derrière chacune de ces alors des philosophies politiques construites ou sauvages, qui sont derrière chacune de ces représentations de la laïcité, simplement, et y compris donc la loi de 1905, le Conseil d'État a indiqué que la loi de 1905 est dans la filiation de John Locke. Alors, là encore, nouveau, je parle pas mal de Catherine Kistler parce que c'est intéressant justement de se confronter, puisque de mon point de vue, c'est elle la plus rigoureuse dans une optique qui n'est pas la mienne. Bon. Catherine Kistler fait remarquer qu'effectivement, Locke n'inclut pas les athées dans la tolérance. Bon. Et pour elle, bon, c'est une faille philosophique énorme. Si évidemment on prend une démarche normative, bien sûr que c'est une faille philosophique énorme. Si on prend une démarche plus socio-historique, je dirais que à la fin du XVIIe siècle, personne ne peut inclure les athées dans la tolérance sans être marginal. D'ailleurs, le seul qui le fait, c'est Pierre Bell, qui est justement complètement marginal. Bon. Et donc, pour moi, il y a un problème de crédibilité sociale, surtout que John Locke ne propose aucune mesure répressive face aux athées, et que quand on regarde sa conception de la séparation des églises et de l'État, comme les églises pour lui sont des associations, et comme évidemment on a tout à fait le droit de ne pas être membre d'associations, si on suit jusqu'au bout la logique de la pensée de Locke, l'athéisme est in fine quand même inclus dans la tolérance. Et encore une fois, il ne propose absolument aucune mesure de répression face aux athées. Simplement, je pense qu'il y a un problème de crédibilité sociale à son époque, et que effectivement il se heurte à ce problème de crédibilité sociale. Mais peu importe qu'il était sincèrement convaincu qu'il fallait pas mettre les athées dans la tolérance ou pas, peu importe, puisque de toute façon, avec mon raisonnement socio-historique, il est normal que la réflexion ne s'arrête pas à la fin du XVIIe siècle et qu'elle continue ensuite. Bon. Ceci dit, je trouve que c'est important de rappeler, comme le Conseil d'État, la filiation de la loi de 1905 par rapport à la pensée de Locke, pour rappeler que, justement, il n'y a pas de laïcité franco-française, et que même si on étudie l'histoire de la laïcité en France, on trouvera plein d'influences étrangères, et qu'il faut inclure l'optique des transferts culturels pour bien analyser la construction socio-historique de la laïcité en France. Bon. Donc il y a ça. Alors ce que vous dites sur effectivement le fait que c'est cette laïcité, c'est pas uniquement descriptif, mais il y a 4 éléments de référentiel, puisque chacune se réfère à la liberté de conscience, à l'égalité des citoyens, à la séparation, à la neutralité. Bon. Après, effectivement,
je confronte les discours sociaux à la construction juridique. Et il me semble effectivement que c'est la quatrième laïcité, celle que j'appelle la laïcité séparatiste inclusive, qui correspond le mieux à ces principes juridiques. Bon. Ceci dit, ça ne m'empêchera pas d'essayer de trouver des impensés, disons, dans ce discours social. C'est-à-dire que y a un discours social dont je me sens le plus proche comme citoyen, mais comme universitaire, je vais essayer aussi de le décrypter et de trouver, de poursuivre les impensés. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est la tension qu'il y a toujours entre ce qu'on appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire que le chercheur en tant que tel doit comprendre, selon le terme que vous utilisez pour ce mois d'événements scientifiques. Bon. Et donc comprendre, ça veut dire ne pas poser au départ des jugements de valeur. Et en même temps, ça ne doit pas aboutir à un discours centriste ou relativiste, etc. Bon. Et chez Weber, c'est bien le cas, puisque contrairement à ce que pensaient ses collègues, Weber se prononce pour la candidature d'un anarchiste à une chaire de droit. Alors on lui dit, mais je comprends pas, les anarchistes, ils nient la possibilité du droit. Et Weber répond, mais justement, cette conviction peut leur faire voir un certain nombre de choses que les autres personnes ne verront pas. Autrement dit, l'objectivité est quelque chose de collectif, auquel on atteint de manière collective, et chacun a la mission un petit peu d'ouvrir le plus de fenêtres nouvelles possibles. Et il ne va pas lui seul remplir la totalité, disons, de cette revendication d'objectivité. Bon. Donc il va essayer d'avoir une démarche qui ouvre le plus d'horizons, hein, une démarche qui décrypte le plus d'impensés, de points aveugles, de points morts, à tout ce que vous voulez. Bon. Et donc ça va être le contraire d'une sorte de centrisme plat ou de relativisme où tout s'équivaudrait. Bon. Et j'essaye dans ce livre effectivement de maintenir les deux, c'est-à-dire à la fois avoir cette démarche de compréhension, y compris vis-à-vis des gens dont lesquels je me sens pas proche, et c'est pas seulement dans ce livre, c'est dans ma carrière. Moi, j'ai écrit en 2005 un roman historique, Combes et la princesse carmélite, là sur les amours réels, à partir d'une histoire réelle, les amours de Combes avec la directrice d'un couvent, la princesse carmélite. Bon, et je l'ai fait consciemment, bon, à la fois parce que c'était une belle histoire et que ça valait le coup de la raconter. Combe avait 68 ans, elle en avait 34, il était issu de famille très pauvre, elle était immensément riche. Bon, donc, vous voyez, la symbolique qu'on peut attirer à cet amour un peu improbable. Bon, mais aussi parce que je savais que la commémoration, le centenaire de la loi de 1905 allait remettre en selle Briand. Et Combes, qui justement très longtemps avait été considéré comme l'auteur ou le quasi-auteur de la loi de 1905, risquait d'apparaître comme le méchant. Bon. Et pour dépasser justement ce manichéisme du bon et du méchant, c'était intéressant de remettre en selle Combes d'une autre manière, en montrant que le personnage était plus complexe que l'anticlérical borné, et qu'il était capable de devenir amoureux de quelqu'un qui était son contraire, non seulement sur le plan de l'âge et de la condition sociale, mais aussi sur le plan des convictions religieuses. Bon, enfin pas exactement son contraire, mais quand même quelqu'un de très très différent de lui. Bon. Donc il y a cette démarche d'essayer de comprendre les raisons, disons, et la cohérence interne des autres, des gens qui divergent, et puis l'idée aussi quand même de dire dans 100 ans, il y a quand même une conception de la laïcité qui sera considérée comme juste, et c'est pas forcément la conception dominante. Bon.
Il y a 100 ans, on parlait de suffrage universel, alors que les femmes étaient exclues du suffrage, et c'était des militantes, quelques militants aussi, mais surtout des militantes qui disaient non, le suffrage n'est pas véritablement universel. Ça paraissait un discours militant, et ce discours qui paraissait militant il y a 100 ans paraît maintenant le discours rationnel, scientifique aujourd'hui. Bon, donc il y a aussi l'interrogation. Quel sera le jugement un peu de l'histoire dans 100 ans, quand on aura d'autres peurs, quand on affrontera d'autres problèmes, quand les peurs et les craintes d'aujourd'hui se seront un peu calmées pour faire part à d'autres, hein, j'ai pas un optimisme béat, mais et donc d'imaginer un petit peu comment, quand il y aura cette distance historique, les choses seront envisagées. Bon. Donc c'est un peu cette tension. Alors ceci dit, comme cette tension, toute tension a des limites, j'arrive à comprendre de manière compréhensive la conception interne de Jacques Chirac. J'ai plus de mal à comprendre de manière compréhensible celle de Nicolas Sarkozy, ne serait-ce que parce que il dit blanc un jour, il dit noir l'autre jour. C'est-à-dire qu'un jour il vous parlera de préfets musulmans et un jour il vous dira que les immigrés doivent faire preuve d'une humble discrétion. Lui-même est fils d'immigrés, et évidemment il en a donné l'exemple, comme chacun sait. Bon, mais voilà, donc il y a des limites à la possibilité de comprendre l'autre. Alors qu'on est citoyen, qu'on est engagé dans des combats, mais en même temps il y a cet effort aussi de comprendre les cohérences internes, si vous voulez, de chaque position, et puis in fine quand même d'expliquer pourquoi la position qu'il a emportée en 1905 est dominée aujourd'hui. Parce que, justement, si on veut reprendre l'initiative sur le plan politique, il s'agit bien de comprendre pourquoi il y a eu ce renversement dont vous avez parlé. Merci, on va donc pouvoir poursuivre, si on est d'accord sur le dispositif et la méthode. Alors, considérons rapidement, parce qu'on ne peut pas évidemment reprendre tout le livre, et puis il faut vous dire le plaisir rien de le découvrir et de le lire. Considérons les deux premières laïcités, celles donc qui ont été, dites-vous, vaincues en 1905 et qui sont néanmoins fortes et de nouveau fortes aujourd'hui. Il y en a deux, vous les appelez l'une la laïcité anti-religieuse, l'autre la laïcité gallicane. Alors la première n'est pas trop compliquée à comprendre, elle nous est à tous assez familière, l'expression parle d'elle-même. Elle conçoit la laïcité comme une arme dirigée contre la religion, en s'annexant à l'occasion une petite dimension anticléricale. Plus qu'anticléricale, parce que d'autres laïcités peuvent avoir ces dimensions anticléricales, mais là c'est vraiment la liberté de conscience n'inclut pas la liberté de religion, parce que la religion serait l'oppression des consciences, et donc la véritable liberté de conscience serait de s'affranchir, de quitter la religion, et pas seulement, disons, de lutter contre une domination de la religion sur la société civile. On peut dire que l'anticléricalisme, c'est plus de lutter contre une domination de la religion, tandis que là, c'est la religion elle-même, c'est toute référence religieuse qui serait en fait une aliénation dont la personne devrait s'émanciper, et où on devrait évidemment émanciper cette personne par une institution, que ce soit l'État ou l'école. D'accord. Vous insistez sur le fait que c'est important de lui faire une place, parce que d'abord, il faut prendre acte du fait qu'elle existe, plutôt que de répéter simplement que la laïcité n'est pas l'anti-religion. Hein. On risque sinon d'occulter effectivement son existence, et d'autre part, vous dites symétriquement qu'il serait faux de dire que la laïcité française serait anti-religieuse. Il faut donc tenir les deux énoncés ensemble, hein, ne pas répéter la laïcité n'est pas l'anti-religion, et refuser de dire que la laïcité française serait anti-religieuse. Puisque, dites-vous, rien dans le dispositif français de laïcité, dans le dispositif juridique de laïcité, ne correspond à cette position philosophiquement obsolète. Alors, vous notez quelques-uns des traits, vous devez d'ailleurs de les donner par anticipation, qui caractérisent cette position. L'athée passe pour le laïc accompli, hein, dans cette vision des choses. Laïcité et religion sont en concurrence. Hein.
Vous dites on considère la laïcité comme une option philosophique ou convictionnelle du même type que la croyance religieuse, et donc il faut en quelque sorte choisir, ce qui revient à confondre au fond laïcité et libre pensée. Vous ajoutez une tendance à surinterpréter la dimension religieuse de certains problèmes au détriment des éléments économiques et sociaux. Je pense que ce trait, vous le notez aussi parce que c'est un trait, je suppose, très actuel, hein, voire à considérer toute la vie sociale à travers le prisme de la laïcisation. Vous notez aussi que cette position milite contre ce qu'elle estime être le retour du religieux, c'est la dimension plus actuelle, et enfin que la laïcité dans cette conception est conçue comme un instrument de sécularisation, de la sécularisation. Elle voit la laïcité comme un moyen d'imposer au fond une sécularisation complète de la vie sociale. Alors vous avez raison, je pense, de souligner que cette position, elle est quand même quelque part dans un coin de la tête de beaucoup de militants laïcs, et que même quand on fait l'effort de se faire une conception rectifiée de la laïcité qui, conformément à la loi de 1905, montre que la laïcité fonde la liberté religieuse, hein, il peut y avoir toujours un démon, si je puis dire, anti-religieux qui nous habite. La question que j'aimerais vous poser à ce propos, c'est quand même l'argument que je pense avoir trouvé, ne pas m'être trompé. Vous dites, cette position considère la laïcité comme une option philosophique ou convictionnelle du même type que la croyance religieuse. Mais est-ce que il est impensable de faire de la laïcité une conviction philosophique ou une option philosophique ou convictionnelle? Parce que quand vous évoquez un peu plus loin dans votre ouvrage les grandes organisations du militantisme laïque, la Ligue d'enseignement, le Grand Orient de France ou la libre pensée, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que pour ces associations-là, la laïcité est une option philosophique ou convictionnelle? Alors, justement, l'exemple de la libre pensée, alors, on pourra y revenir plus loin, puisque la libre pensée, je le mets dans le troisième type. Mais l'exemple de la libre pensée est intéressant. Quand vous lisez les publications de la libre pensée, notamment son mensuel La Raison, vous voyez que la libre pensée fait bien la distinction entre son option philosophique convictionnelle, qui est effectivement de combattre les religions et de considérer que les religions sont aliénantes, et puis la laïcité comme règle politico-juridique qui s'applique à tout le monde. Si bien que la libre pensée à la fois a dit qu'elle était totalement contre le port de la burqa, comme elle est contre le port de la kippa, du foulard, du turban, enfin de la soutane, de tous les vêtements religieux possibles et imaginables. Et en même temps, la libre pensée a pris parti contre la loi de 2010, qui finalement n'a pas invoqué la laïcité. Alors, la loi de 2010 est intéressante parce que juridiquement, elle n'invoque pas la laïcité, mais médiatiquement et politiquement, tout le monde fait comme si c'était une loi de laïcité. Et la libre pensée a pris parti contre cette loi en disant que on n'avait pas, sauf cas où évidemment se masquer le visage était contraire à la sécurité, et le Conseil d'État avait indiqué les endroits où se masquer le visage était contraire à la sécurité, mais qu'une interdiction totale en fait interdisait aux femmes de s'habiller comme elles le souhaitaient, et que les femmes n'avaient pas à se voir imposer un mode d'habillement plutôt qu'un autre. Donc la libre pensée se trouve dans effectivement une dialectique où elle a ses propres convictions philosophiques en tant qu'organisme de conviction, que famille de pensée, on pourrait dire. Et puis, elle a son combat pour la laïcité comme respect d'une règle commune qui s'applique et qui met à égalité, disons, le droit de croire et le droit de ne pas croire. Donc elle fait bien le grand écart. Alors, c'est compliqué parce que, évidemment, et j'en ai parlé tout de suite, il y a bien derrière une philosophie politique, mais cette philosophie politique est une philosophie au niveau de l'établissement de certains principes
qui sont les principes qui sont un peu de base, les principes de base pour la philosophie politique finalement de la démocratie, hein, à partir duquel des systèmes démocratiques se sont construits. C'est pas un système philosophique. C'est pas un système philosophique en ce sens où il n'a pas de volonté d'être global, hein, où il peut s'articuler après avec plusieurs, je dirais, convictions philosophiques. Et la laïcité antireligieuse, au contraire, à mon avis, confond la partie et le tout, c'est-à-dire confond son engagement antireligieux, qui est un engagement qui a droit de cité dans la République, hein, qui est un engagement tout à fait respectable au même titre que les engagements dans la religion, bon, et la règle commune. Autrement dit, quand je dis que la laïcité antireligieuse veut imposer arbitrairement veut imposer autoritairement la sécularisation de la société, c'est ça. C'est si vous envisagez les choses historiquement, vous apercevez par exemple que beaucoup de curés ont abandonné la soutane dans les années 60 suite à Vatican II, de bonnes sœurs ont abandonné l'habit de bonne sœur suite à Vatican II, etc. C'est-à-dire un moment d'aggiornamento de l'Église catholique, de sécularisation interne relatif d'ailleurs de l'Église catholique, mais il n'y a pas eu de loi de laïcité, ou il n'y a pas eu, au contraire, c'est une période plutôt faible au niveau de la laïcité, puisque c'est la période de la loi de Bray, etc. Hein, c'est pas donc une période de haute marée, disons, pour la laïcité. Et dans les années 50, le chanoine Kir, il va à l'Assemblée nationale avec sa soutane, l'abbé Pierre, il va à l'Assemblée nationale avec sa soutane, dans une république qui est déjà constitutionnellement laïque. Bon. Donc, il n'y a pas ce court-circuit, disons, entre laïcité et sécularisation, que les gens font beaucoup, parce que justement, comme il y a eu dans les années 60 essentiellement, mais ça a été évidemment préparé par un processus antérieur, mais comme il y a eu cette sécularisation triomphante dans les années 60 et le début des années 70, eh bien les gens ont cru que c'était la même chose, la laïcité et la sécularisation. Mais quand vous voyez ça dans le long terme, c'est très différent. Bon, il y a des pays très sécularisés comme le Danemark où il y a toujours une religion d'État, et vous avez inversement des pays où il y a séparation des églises et de l'État comme aux États-Unis, qui sont des pays peu sécularisés. Bon, alors évidemment, il y a une interaction, donc l'un peut avoir des conséquences sur l'autre, mais malgré tout, il ne faut pas confondre les deux. Et surtout, il y a cet enjeu politique. Est-ce que la sécularisation, c'est un processus social, hein, et une dynamique sociale, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imposer politiquement ? En Turquie, on a essayé de l'imposer politiquement, et la laïcité turque a été une laïcité qui a essayé d'imposer la sécularisation. On en voit aussi les effets boomerang aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est tout à fait important de le distinguer. Bien, c'est parfaitement clair. On peut donc passer à la deuxième laïcité vaincue en 1905 et forte aujourd'hui. La laïcité, vous l'appelez la laïcité gallicane. Alors, c'est une notion plus difficile à cerner. Vous dites, page 70, dans la conception gallicane de la laïcité, si l'État est bien séparé de la religion, en revanche, n'est pas autonome et séparée de l'État. Et vous aviez d'ailleurs noté 20 pages auparavant que dans la longue durée, la politique religieuse de la France était gallicane et non pas séparatiste. Apparemment, le représentant majeur en est Combes. Hein, et dans son projet de séparation, vous indiquez que Clémenceau voyait quelque chose comme une nouvelle constitution civile du clergé. C'est-à-dire qu'au fond, l'État conserve un droit de regard sur l'organisation de la vie religieuse. C'est ça qui caractérise cette laïcité gallicane au sens étroit, au sens strict. Mais vous en élargissez un petit peu le programme, de façon à pouvoir procéder ensuite à une analogie, hein, sur laquelle il va falloir qu'on s'arrête un petit peu. Vous notez en effet un certain nombre de traits qui vous paraissent caractéristiques de la laïcité gallicane.
la réticence devant le fait que les églises puissent acquérir la personnalité civile, la limitation du droit d'association des croyants, chose apparemment plus anecdotique, l'interdiction du port de la soutane parce qu'elle est considérée comme un symbole d'allégeance à la papauté. Donc on va revenir ici le débat gallicanisme-ultramontanisme. Enfin, la tendance à déterminer quel type de religion est vraiment compatible avec la société civile et donc à promouvoir à la place une sorte de culte républicain. Et puis, j'oubliais, méfiance à l'égard du vote des femmes considérées comme soumises au clergé. Donc là, un complexe. Hein. Alors, vous notez que cette culture gallicane, elle reste prédominante dans l'esprit de nombreux laïcs. C'est comme ça, par exemple, que vous expliquez la réticence persistante dans beaucoup de milieux laïcs à l'égard de l'enseignement privé, la difficulté que certains laïcs ont à reconnaître le fait qu'il puisse y avoir un enseignement privé. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est que, à ce moment, vous assimilez, page 45, à cette laïcité gallicane, et d'ailleurs vous l'avez refait tout à l'heure en évoquant Catherine Kinsler, vous assimilez à cette laïcité gallicane le manifeste des philosophes de 1989, je ne sais pas si tout le monde se rappelle ce manifeste, qui a été publié à l'époque de la première affaire du foulard, à Créteil. Ces 5 philosophes sont Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kinsler, et il s'intitulait « Prof, ne capitulons pas ». Pardon. Et vous qualifiez même plus précisément cette position, m'a-t-il semblé par la suite, de laïcité gallicane utopique. Alors, j'ai envie de vous poser 2 questions. Sur quoi vous fondez cette assimilation de la position défendue par les philosophes en 1989 à laïcité gallicane, puis une question plus anecdotique. Comme je sais que vous avez débattu récemment avec Catherine Kinsler à l'école pratique des hautes études, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que vous lui avez dit qu'elle était une laïque gallicane et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Alors oui, bon. Alors d'abord, j'ai un petit peu évolué dans l'appellation de ce type de laïcité et maintenant, si vous avez peut-être vous l'avez remarqué tout à l'heure, je parle de gallicanisme républicain. Je pense que c'est un livre est jamais l'étape définitive. Bon, c'est toujours une étape de réflexion, et je pense que maintenant c'est plus clair de parler de gallicanisme républicain parce que ça distingue mieux, disons, d'une autre laïcité qu'on va voir plus tard. Bon. Alors, et que Combes effectivement était alors là typique d'un gallicanisme républicain. C'était quelqu'un justement de très républicain. Bon. Alors je voudrais apporter quelques précisions au niveau de la manière dont vous l'avez caractérisé. La personnalité civile des églises, c'est très important parce que c'est ce qui permet aux églises de poursuivre l'État sur le plan juridique. Et donc ça a été un enjeu entre les gallicans et les séparatistes, tous républicains les uns comme les autres, parce que si vous voulez, ça veut dire que effectivement, s'il y a la personnalité civile des églises, elles peuvent attaquer l'État et considérer que l'État nuit à leur liberté. Si au contraire elles n'ont pas cette possibilité, ça veut dire effectivement que elles restent soumises à l'État d'une certaine manière. Bon. Donc c'est un enjeu au niveau entre une laïcité de type gallicane et une laïcité séparatiste, c'est un enjeu fort. Bon. D'autre part, le port de la soutane, si j'ai insisté là-dessus, c'est parce que c'est pas seulement une allégeance à la papauté, mais quand vous voyez la liste des arguments qui ont été présentés pour faire un amendement interdisant le port de la soutane, vous retrouvez un argumentaire qu'on a vu se développer à partir de 1989. La soutane est un vêtement plus politique que religieux, et ça se légitimait par le fait que dans certains pays, les prêtres ne portaient pas la soutane, et qu'effectivement, Bonaparte avait interdit le port de la soutane, et que le port de la soutane avait été lié à la montée de l'ultramontanisme. Là, on retrouve l'allégeance à la papauté, mais plus globalement, disons, l'accusation d'un catholicisme politique lié au port de la soutane. Bon.
La soutane est considérée comme un vêtement de soumission, puisque si vous portez une soutane, vous êtes immédiatement repéré comme prêtre, et disons que pour faire un sourire, si vous portez un soutane et que vous avez une attitude un peu trop affectueuse avec une femme, vous êtes dans la rue par exemple, vous êtes immédiatement repéré et on peut vous dénoncer à votre évêque, donc votre évêque peut plus facilement vous surveiller si vous portez la soutane que si vous la portez pas. Bon, la soutane est considérée aussi comme une atteinte à la dignité masculine à l'époque, puisque la soutane est une robe, etc., etc. Bon, et la soutane est finalement considérée comme quelque chose qui empoisonne un peu l'esprit de ceux qui la portent, et qui fait que ceux qui la portent peuvent pas être vraiment républicains à cause même de leur habit, et il y a l'idée, alors que moi je relie à finalement une sécularisation de la transsubstantiation catholique. Vous savez que dans le catholicisme, le pain et le vin devient corps et sang de Jésus-Christ, et il y a l'idée que en enlevant l'habit religieux à des personnes et en leur donnant un habit civil, on va faire une sorte de transmutation dans leur esprit et qu'on va républicaniser en quelque sorte leur cerveau. Bon. Donc il y a toute cette polarisation sur le vêtement qui est très important, qui a été aussi un axe de la lutte anticongréganiste sous Émile Combes, et cette focalisation sur l'habit, c'est quelque chose qui fait partie, malgré tout, de certaines spécificités françaises par rapport à d'autres pays. Parce que, par exemple, pour parler des congréganistes, quand les congréganistes sont allés dans d'autres pays, on a dit qu'est-ce que c'est que ces affreux démocrates, etc. La manière dont on les a considérés dans les pays où ils sont exilés au début du XXe siècle n'était pas du tout la même manière dont ils étaient vécus en France. Bon. Alors, le vote des femmes est aussi important parce que c'est l'idée que la femme est soumise, et soumise au cléricalisme, et soumise aux prêtres, et avec d'ailleurs à l'époque un charmant dicton qui répétait que l'homme ne possédait que le corps de la femme et que le prêtre possédait son âme, alors que l'homme devait évidemment posséder et le corps et l'âme de sa femme. Bon. Et il faut quand même insister sur le fait que l'apport historique de la laïcité gallicane, c'est que la France est le pays où le différentiel entre le vote des hommes et le vote des femmes est le plus important, et qu'on a invoqué pendant des décennies la laïcité pour refuser le vote des femmes, et que maintenant tout le monde veut l'oublier. Y compris des gens du parti radical de gauche, qui pour moi sont les héritiers directs de cette tradition, mais c'est justement, ça fait partie de cette historicité qui, pour moi, est encore active aujourd'hui et qu'on veut oublier. Bon. Alors, au niveau du manifeste, évidemment, le type idéal symbolise des discours, symbolise des actes à un moment donné. Il ne symbolise pas toute la pensée de quelqu'un. Bon. Alors, effectivement, pour moi, Catherine Kinsler, par certains côtés, est dans cette tradition. Par d'autres, je dirais, elle est plutôt dans la laïcité séparatiste individualiste de Buisson. Elle est un peu à cheval sur l'idéal type gallicanisme républicain et l'idéal type séparatiste individualiste. Bon. Régis Debray est finalement beaucoup plus dans l'idéal type gallicanisme républicain. Quant à Finkielkraut, il était dans l'idéal type gallicanisme républicain et il a viré dans le gallicanisme identitaire aujourd'hui. Bon. Donc le manifeste des 5 philosophes, je les prends à un moment donné, mais ça ne veut pas dire qu'après leur itinéraire personnel et les discours qu'ils tiennent ultérieurement ne peuvent pas diverger, disons. C'est à un moment, c'est là où il y a refus de tout essentialisme. Hein. C'est un acte historique à un moment donné. Alors pourquoi je le mets dans cette filiation? Parce que il me semble qu'il y a en gros une cohérence interne, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est l'État qui doit assurer par le haut l'émancipation des individus. Dans l'optique gallicane, il y a ça, il y a le fait que l'État a ce rôle d'émancipateur,
Et alors l'État, via l'école, évidemment, c'est pour ça que l'école, on souhaite un monopole de l'école publique. Et d'ailleurs, ce monopole de l'école publique, même si on l'a jamais réalisé, le stéréotype de l'école gratuite laïque obligatoire, qui est faux, puisque l'école laïque n'est pas obligatoire, n'a jamais été obligatoire en France, montre bien que on fait un court-circuit entre ses désirs et la réalité, et on fait comme si ces désirs étaient la réalité, alors même que chacun sait que non seulement l'école laïque n'est pas obligatoire, mais que la France est un des pays qui subventionne le plus l'école privée, et que quand vous allez aux États-Unis et que vous dites aux États-Unis vous n'êtes pas laïque parce que le président prête serment sur la Bible, on vous répond oui, mais nous on finance pas à 80% les écoles privées confessionnelles, et un partout, disons, bon, balle au centre. Bon. Donc, si vous voulez, il y a cette idée que l'émancipation n'est pas d'abord, je dis pas exclusivement, mais pas d'abord une auto-émancipation, une démarche personnelle que l'individu peut faire. Alors certes, le professeur peut l'aider à la faire, le responsable d'association peut l'aider à la faire, etc. L'individu qui s'émancipe ne s'émancipe pas tout seul, il est un individu de toute façon en relation avec de multiples autres. Bon, mais l'émancipation sera quand même la résultante de ces nombreuses interactions et de sa démarche. Bon, ça c'est l'optique séparatiste, alors que l'optique gallicane, c'est de dire on peut l'émanciper par le haut. Et là, c'est là où on retrouve des philosophies politiques différentes. Il y a une réelle divergence philosophique qui me semble importante et intéressante. Alors, j'avais quand même justement rajouté déjà ce qualificatif d'utopique pour bien spécifier la démarche de ces philosophes républicains par rapport aux politiques, et c'est là évidemment que les 5 auteurs du manifeste ne sont pas Émile Combes, ne sont pas des personnalités politiques comme l'étaient les gallicans républicains au début du XXe siècle. Ce sont des philosophes et ils font une démarche de philosophes. Et là, je compare un petit peu avec ce qui s'est passé au niveau des Lumières. C'est des philosophes qui veulent influencer le politique. Et je dis, ils ont été dupés un peu comme dans les Lumières, les philosophes ont été dupés, puisque les princes écoutaient les philosophes quand ça leur plaisait, et puis dès qu'ils voyaient une terre à conquérir, ils oubliaient ce qu'avaient dit les philosophes, et ils partaient à la conquête de cette terre. Et le rapport, pour moi, entre les philosophes républicains, gallicans républicains, et les politiques gallicans républicains a été du même type. C'est-à-dire que les politiques ont été plus cyniques, et ils ont pris des philosophes ce qui leur plaisait, et ils ont abandonné ce qui leur déplaisait. Ils ont grappillé, disons, dans le discours des philosophes, et c'est aussi pour ça que ces philosophes ont évolué différemment suivant les cas. Bon. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est pareil, c'est des filiations, c'est des grands ensembles, mais j'essaye un peu de spécifier à l'intérieur de ces grands ensembles le rapport et le rôle de chacun. Au demeurant, ce qui effectivement je trouve intéressant, c'est que Catherine Kinsler n'a pas... Alors, le débat n'a pas porté sur ça, parce que le débat portait pas sur la position personnelle. Bon, mais elle n'a pas dit comment vous avez traité ce manifeste, c'est scandaleux, etc. Non, le débat n'a pas porté là-dessus dans mon débat avec Catherine Kinsler. Il a porté plus sur essayer de trouver la cohérence interne de chaque position. D'accord. Un dernier point sur ces 2 premières laïcités, vous les regroupez sous le titre laïcité, religion civile. Ça pourrait paraître un peu un oxymore. Non, je pense justement que, alors la religion civile, ça vient de Rousseau. Disons, Rousseau dit bon les religions doivent être libres, etc. Mais ils doivent avoir des dogmes de sociabilité en quelque sorte. Bon, et il y a ça dans ces laïcités, il y a la volonté. Alors la religion civile, Robert Bellah l'a bien montré, la religion civile américaine se réfère à un dieu, mais à un dieu politique
qui n'est pas, si vous voulez, le Dieu de telle ou telle confession religieuse, et le fait que aux États-Unis il y a un pluralisme religieux très fort permet aux politiques de s'approprier Dieu, de l'instrumentaliser, de s'en servir. Bon. En France, la religion civile ne peut pas se réclamer de Dieu, parce que si la religion civile, ça dès la Révolution française, c'est une différence entre le Dieu créateur de droit américain et la Déclaration des droits de l'homme française, où on ne sait pas sur quelle transcendance elle repose. Bon. Donc, si on se réclamait de la religion civile avec Dieu, disons en France, ça serait tout de suite l'Église catholique qui serait l'interprète légitime de ce Dieu, puisqu'on était dans une situation de monopole catholique. Bon. Donc, c'est une religion civile qui sacralise les valeurs républicaines elles-mêmes. Bon. Et c'est ça en fait, et c'est là où on rejoint d'ailleurs la différence entre principe et valeur. On n'est plus seulement dans des principes, on est dans les valeurs. Et bon, les discours politiques d'ailleurs, c'est pas les principes démocratiques, hein, parce que en fait ces principes, ils sont communs aux démocraties, même aux démocraties qui sont monarchies constitutionnelles. C'est l'invocation des valeurs républicaines. Et le fait de mettre valeur et pas principe, de mettre républicain et pas démocratie, c'est deux distinctions très importantes, surtout que quand on parle des valeurs de la République, il ne s'agit pas de la République italienne, il ne s'agit pas de la République américaine, c'est une manière de parler des valeurs françaises sans dire le nom. En essayant d'universaliser, mais d'universaliser à partir de la France. C'est ça qui est un peu le paradoxe de cette position, c'est que ça se veut universel, mais la France serait un peu l'incarnation de l'universel, puisque c'est elle qui aurait le mieux compris, disons, ce qui est universel. Bon. Alors que justement, moi je travaille beaucoup plus selon la perspective des transferts culturels, et donc chaque nation a construit son ensemble de références en contact avec d'autres nations selon un principe d'import-export. La France a exporté ses idées, mais elle a aussi beaucoup importé ses idées. Il n'y aurait pas eu de morale laïque s'il n'y avait pas eu Kant, hein, pour prendre un exemple, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Très bien. Alors on va pouvoir passer plus vite sur les autres parce qu'il me semble que c'était surtout ces deux-là qui méritaient d'être examinés d'assez près pour clarifier pas mal d'idées. Ensuite, vous examinez les laïcités séparatistes. D'ailleurs, vous les traitez ensemble, manifestant par là le fait qu'elles sont tout de même assez proches. En fait, au départ, Ferdinand Buisson, Briand sont sur la même ligne, et vous indiquez que c'est au moment du vote de l'article 4 qu'une divergence va s'effectuer. Buisson va être battu au moment du vote. Il en sera d'ailleurs au début fort mari, hein, puisqu'il avait été quand même l'un des grands artisans de cette loi de séparation. Alors, deux choses sur cette loi de séparation. D'abord, elle est manifestement, à votre avis, celle qui réalise l'équilibre le plus rigoureux entre les quatre indicateurs qu'on a évoqués. Qui ne laisse place donc à aucune équivoque, qui fonde effectivement non seulement la liberté de conscience, mais en déduit du même coup la liberté de religion, donc à la fois les distingue, ce qui fait une place aux incroyants, liberté de conscience, c'est aussi la liberté de ne pas croire, hein, mais du même coup rend parfaitement légitime le fait d'être croyant et en plus d'exercer librement un culte et de l'exercer non pas de façon purement privative, comme on le prétend quelquefois, mais dans le champ social et dans l'espace public. Alors, est-ce que c'est vraiment si important cet article 4 qui va entraîner le divorce entre Ferdinand Buisson et Aristide Briand? Alors, bon, donc effectivement, beaucoup de points communs. Une liberté de conscience qui inclut la liberté de religion, y compris les manifestations extérieures de la religion dans l'espace public, ça c'est très important. Bon. Et alors, cette mise à égalité du droit de croire et pas croire, et notamment l'article 31 prévoit les mêmes peines si on porte atteint à la croyance ou si on porte atteint à l'incroyance, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose peut-être justement où l'histoire de France a rendu la France spécialement sensible
aux droits de ceux qui ne croient pas. Bon, et puis effectivement l'insistance sur la séparation et sur le fait que la neutralité, c'est la neutralité de l'État et pas la neutralité des individus ou des groupes. Bon. Mais il y a quand même cette différence. Alors, qu'est-ce que c'est cette différence sur l'article 4 ? C'est que pour Buisson et Clémenceau et les radicaux socialistes, dans la tradition républicaine classique d'ailleurs, bon, la liberté de conscience est donnée aux individus. La France n'a plus de religion officielle, mais elle a des individus qui peuvent être croyants, etc. Et elle leur donne la liberté de croire, libre à ces individus après de s'associer. Et les associations cultuelles, un peu sur le modèle des associations loi de 1901, etc. Mais ça veut dire que le collectif est une conséquence de l'individuel. Tandis que chez Aristide Briand, chez Jean Jaurès, chez Francis de Pressensé, qui est moins connu, mais qui à l'époque est un personnage très important, c'est le président de la Ligue des droits de l'homme qui a joué le rôle qu'on connaît dans l'affaire Dreyfus. Bon. Là, il raisonne autrement, c'est-à-dire que pour eux, le collectif est une dimension de l'individu. Sont des gens qui sont dans l'action politique collective, ils sont socialistes, c'est des gens qui aussi, Briand a été un leader syndicaliste ou un théoricien en tout cas du syndicalisme. Bon, donc c'est des gens pour qui le collectif n'est pas un simple prolongement de l'individu, le collectif fait partie de la liberté de l'individu, justement parce que l'individu n'existe qu'en relation avec autrui. Bon. Et donc, dans l'article 4, il y a le respect de l'organisation propre de chaque église. Ça veut dire alors, d'abord cet article 4, on le trouve où? On le trouve aux États-Unis. Et ça va dans ce que je dis sur les transferts culturels. Il y a le transfert culturel d'un principe anglo-saxon dans la laïcité française. Bon. Et ça veut dire que il n'y a pas seulement, et Briand le dit très clairement, il n'y a pas seulement l'individu qui a des droits, mais il y a aussi les collectivités, si vous voulez, les collectivités intermédiaires, qui ne sont pas l'État et qui ne sont pas l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça a des conséquences concrètes aujourd'hui. Ça a conséquences concrètes aujourd'hui que le fait de refuser la prêtrise aux femmes pourrait être considéré comme contraire au droit du travail. Enfin, c'est contraire au droit du travail, c'est une discrimination. Bon, eh ben non, c'est pas une discrimination parce que l'État tient compte de l'organisation propre de l'Église catholique et du fait que dans cette organisation propre, eh bien, le droit canon dit que les femmes ne peuvent pas être prêtres. Bon, et si une femme fait un recours devant les tribunaux, le tribunal lui donnera tort. Bon. Ceci dit, la République n'intériorise pas cela, puisque elle va marquer ministre du culte quand elle va rétribuer une femme qui est aumônière catholique des prisons ou des hôpitaux. Et donc elle va essayer parce qu'on en est loin du compte, mais elle va essayer d'avoir vis-à-vis des religions une certaine exemplarité. En disant, moi, je ne fonctionne pas comme ça, et moi, je reconnais, j'essaye d'arriver à plus d'égalité entre hommes et femmes. Mais, voilà, elle respecte le droit de l'Église catholique d'avoir des valeurs qui sont quand même des valeurs très divergentes, justement, des principes républicains. Bon. C'est quelque chose, quand même, qui est très, très important. Tout le monde considère ça comme normal, finalement, qu'une femme puisse pas être prêtre, enfin, pas normal sur le plan idéologique, mais que dans la réalité, ça fonctionne ainsi, tout le monde est habitué. Ben non, c'est pas, si on réfléchit un peu, ça veut dire que on permet qu'il y ait des applications différentes du droit, et suivant les organisations de tendance. Bon, alors vous savez par exemple qu'au moment de l'affaire Babilou, et je termine comme ça pour pas être trop long, il y a eu à un moment donné, l'affaire Babilou a donné lieu à des éléments judiciaires assez divergents, et il y a eu un moment où on a dit la crèche Babilou c'était une entreprise de tendance. Et finalement, aussi, Catherine Kissler dit, mais pourquoi pas, il n'y aurait pas des entreprises de tendance laïque. Et c'est là où moi je dis, attention, la crèche Babilou aurait été et pourrait être une entreprise de tendance si elle se disait humaniste séculière, si elle se disait liée à une famille de pensée explicitement non religieuse ou areligieuse. Bon. Mais on ne peut pas confondre le tout et la partie.
la laïcité, c'est pas une famille de pensée. La laïcité, c'est la règle juridico-politique et le principe constitutionnel, disons, qui fonctionne dans la totalité de la République. Et donc, c'est pas une entreprise de tendance. Une entreprise de tendance, c'est pas une entreprise laïque, c'est une entreprise qui a une option philosophique précise au sein de la République laïque. Et donc c'est ça. On admet. Alors ça fonctionne pas seulement pour la religion. Quelqu'un qui est au Parti socialiste, si les républicains veulent pas, les républicains au sens du Parti républicain veulent pas l'engager comme salarié, il pourra poursuivre devant les tribunaux. Il sera battu parce que un parti politique est aussi considéré comme une entreprise de tendance. Bon. Mais voilà, la première fois où on a raisonné sur l'entreprise de tendance, c'est au moment de la loi de 1905 et c'est au profit des organisations religieuses. C'est très important parce que j'avais envie de vous poser cette question. Justement, j'avais lu attentivement le chapitre de Catherine Zinsler sur justement cette idée de l'entreprise de tendance et l'argumentation qu'elle développe sur la crèche Babylou en disant qu'au fond, la Cour de cassation était dans son rôle en cassant les jugements, mais qu'après tout, le législateur devrait prendre ses responsabilités et modifier la loi. Vous n'en êtes pas du tout convaincu, vous? Moi, ce que je dirais, c'est que non, à ce niveau-là, il ne faut pas modifier la loi, mais il faut reconnaître plus explicitement qu'on le fait, justement, le fait qu'il y ait des options philosophiques qui soient des familles de pensée. Et c'est pas normal, par exemple, que dans les hôpitaux, dans les prisons, à l'armée, il n'y ait pas des conseillers humanistes séculiers pour les gens qui veulent réfléchir au sens de la vie, à la mort, à des problèmes importants, en dehors des traditions religieuses. C'est-à-dire que le fait que ce court-circuit entre le tout et la partie, des fois, ça joue au profit, je dirais, d'une laïcité exclusiviste, mais des fois, ça joue au détriment des agnostiques et des athées, puisque les agnostiques et les athées peuvent pas avoir une visibilité sociale qui est analogue, pas égale, mais analogue aux religions, avec des émissions à la télévision, des conseillers humanistes dans les hôpitaux et dans les prisons, etc. Bon. Et ce qui est intéressant, 30 secondes encore, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme avait donné un avertissement à la France parce que la France n'avait pas accordé en matière de dons et legs les mêmes avantages à l'Union des athées qu'elle le faisait pour des religions. Bon. Et l'Europe a dit attention, vous mettez pas à égalité les athées et les religions. Et c'est un avertissement de la Cour qui a précédé la condamnation. Il n'y a pas eu de condamnation puisque la France a rectifié le tir. Mais les tribunaux français avaient débouté l'Union des athées et c'est grâce à l'Union européenne que l'Union des athées a pu obtenir les mêmes avantages que les religions. Donc c'est très intéressant parce que d'une part, ça montre que des fois l'Europe peut nous donner une leçon de laïcité et d'autre part que cette déficience dans la laïcité française, elle peut parfois fonctionner en faveur d'une laïcité exclusiviste, mais parfois aussi au détriment des agnostiques et des athées. Donc l'idée d'une école privée laïque est un non-sens. Ça peut être une école. Il y a des écoles privées qui ont tenté des novations pédagogiques qui étaient non religieuses, qui étaient areligieuses. Donc les écoles privées areligieuses, moi je souhaiterais que ça se développe parce que Jules Ferry, quand il légitimait justement le fait qu'il ne devait pas avoir un monopole d'État sur l'école, disait deux arguments. D'une part, pour pas aboutir à une religion laïque. S'il y a une école monopolistique d'État, on aboutira inévitablement à une religion laïque et bon, dans l'esprit d'un certain nombre de laïcs, c'est bien de ça dont il s'est agi ensuite, à mon avis. Bon, mais la seconde chose, il disait, c'était l'école publique est forcément une grande machine et on a intérêt à ce qu'il y ait des expériences qui soient faites en dehors de l'école publique, dont l'école publique bénéficiera dans un second temps. Et donc là, c'était vraiment une mission donnée aussi aux écoles que Jules Ferry appelait les écoles libres, de lancer des expériences. Et c'est dommage à ce niveau-là qu'il n'y ait pas eu justement plus de circulation entre les écoles un peu expérimentales, les écoles privées un peu expérimentales et l'école publique. Bon, on va pas aller sur les problèmes de l'école publique, mais comme vous savez, ils sont nombreux et ils sont massifs.
Bien, on ne va pas prolonger trop la discussion ensemble pour donner la parole à la salle. Juste un mot pour finir. Il y a encore des choses passionnantes dans la fin du livre qu'on ne pourra peut-être pas évoquer, on ne peut pas tout dire. Mais un mot sur les 3 autres laïcités. Vous les appelez les nouvelles formes de laïcité. Comme je le disais, elles tendent à modifier le point d'équilibre constitué par la loi de 1905. Et j'ai eu l'impression que les exposer, c'était aussi d'une certaine façon en faire du même coup la critique. Alors, il y a la laïcité ouverte, qui est plutôt une laïcité dont vous montrez qu'elle a été soutenue, l'expression a été surtout utilisée et soutenue par des représentants des religions qui, contre ce qu'ils estimaient être un laïcisme excessif, voulaient faire bouger un peu le curseur sur un certain nombre de points. Le plus important, ce qui retient le plus votre attention, et on le comprend, c'est la laïcité identitaire. Alors là, ce chapitre, il faudra le lire parce qu'il y a quand même, on n'aura pas le temps de les évoquer, mais un certain nombre de perles absolument extraordinaires. Je vous évoquais par exemple comment la thématique s'est mise en place, et surtout la laïcité identitaire, vous montrez que c'est cet idéal type-là, enfin c'est ce modèle-là qui a assuré le transfert assez stupéfiant de la laïcité qui était traditionnellement une valeur de gauche, et en la transformant en une valeur de droite récupérable aujourd'hui par l'extrême droite. Et vous montrez de façon, à mon avis, lumineuse comment d'ailleurs c'est tout un travail effectué d'abord par un rapport de François Baroin il y a un certain temps, puis par Sarkozy lui-même, qui fait que Madame Le Pen n'avait plus qu'à cueillir le fruit, qui était parfaitement mûr, d'une laïcité devenant un marqueur de l'identité nationale. Alors cette analyse, elle est vraiment remarquable. La dernière laïcité sur laquelle vous revenez, parce que pour un principe de complétude partant compréhensible, vous revenez sur la situation de l'Alsace-Lorraine, la laïcité que vous appelez donc concordataire, dont vous montrez au passage qu'elle est assez extrêmement archaïque, et qu'en particulier, alors qu'elle se réclame du modèle allemand pour se défendre, vous montrez que sur certains points, elle est beaucoup moins laïque que le régime qui régit la situation donc en Allemagne. Vous avez envie de dire un mot rapide sur ces 3 laïcités ? Surtout sur la. Alors, effectivement, la laïcité ouverte, c'est une laïcité réactive, bon, mais c'est une laïcité aussi où il y a un dissensus structurel, je dirais, bon, avec les laïcités de 1905. Puisque dans l'Église catholique, il y a l'idée d'une loi naturelle, et que cette loi naturelle, elle s'imposerait à toute personne raisonnable. Bon. Et ça, c'est un dissensus profond, et ce dissensus, il a été marqué tout au long de l'histoire de la laïcité, la loi sur le divorce, la loi sur la contraception, la loi sur l'avortement, et maintenant la loi sur le mariage de personnes de même sexe. Bon. Donc, effectivement, il y a une différence profonde. Donc là, il y a un dissensus philosophique qui n'empêche pas la coexistence pratique, mais qui va contre l'idée que, à part l'islam, les autres religions auraient fait leurs aggiornamento et qu'il n'y aurait plus de dissensus théorique entre la laïcité et les autres religions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a toujours des dissensus, alors plus ou moins forts suivant les religions, mais il y a toujours des dissensus théoriques importants. Bon, et donc ça bon. Alors, la laïcité concordataire, bon, je vais pas y revenir, c'est effectivement la situation de l'Alsace-Moselle. Briand disait que quand il y avait concordat, c'était une semi-laïcité, bon, on pourrait reprendre le terme. La laïcité identitaire, ce qui est très intéressant, c'est que on pourrait parler de gallicanisme identitaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée gallicane qu'il faut surveiller la religion, bon, mais alors que le gallisme républicain est au service d'idéaux républicains et d'idéaux souvent progressistes, disons, la laïcité identitaire, elle, récupère le catholicisme comme culture identitaire, comme faisant partie de l'identité politique de la France, puisque c'est les politiques qui le mettent en avant. Bon. Et donc, on voit bien que du coup, c'est plus, y a ce transfert, disons, quand il y a une crise des idéaux progressistes, eh bien, faute de se projeter dans l'avenir, on regarde vers le passé, on récupère
un passé qu'on réinvente, hein, et des racines un peu mythiques. Bon. Et à partir de ce moment-là, eh ben effectivement, il y a une dérive de la gauche vers la droite, et cette dérive de la gauche vers la droite, on la voit justement dans l'itinéraire d'un Finkielkraut, dans l'itinéraire d'un certain nombre de gens qui sont autour de Marine Le Pen, notamment son conseiller laïcité, qui est un ancien chevènementiste, mais aussi Florian Philippot, etc. Bon, et donc, bon, il y a cette dérive. Où justement le gallicanisme républicain, qui à mon avis a triomphé sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy, a dû céder le pas à ce gallicanisme identitaire. Et bon, c'est évidemment Marine Le Pen qui l'a porté à son maximal. Mais là, contrairement au reste, c'est pas elle l'original, disons. Elle, c'est la copie. Mais la copie a réussi à s'emparer de l'original, disons, en quelque sorte, et à l'instrumentaliser à son profit, parce que c'est elle qui peut proposer les mesures les plus extrêmes au niveau de l'identité, enfin de ce qu'on a, d'une essentialisation de l'identité, hein, puisque je crois que vous avez eu un débat avec quelqu'un qui travaille sur Glissant et sur le concept d'identité-relation. Évidemment, là, c'est pas l'identité-relation, c'est une essentialisation de l'identité. Juste un dernier mot, vous avez évoqué 4 lois, Neuwirth, la loi Weil, la loi sur le mariage pour tous. Vous pourriez aussi évoquer une loi qui n'est toujours pas votée, qui libéraliserait l'euthanasie. Ce sont pour vous, la loi sur le divorce, voilà, j'ai oublié celle-là, ce sont pour vous des lois laïques. Oui. Personne ne songe à ajouter le qualificatif laïque à de telles lois, et vous montrez que le fait que la gauche n'ait pas su montrer qu'il y avait là de grands enjeux laïques explique finalement sa faiblesse dans le débat contemporain sur la laïcité. Oui. Alors effectivement, la loi sur le mariage de personnes de même sexe est intéressante à la fois parce que elle a bien montré malgré tout que le camp laïque, gallican républicain et le camp identitaire n'étaient pas les mêmes. Hein. Le premier camp en général était favorable à la loi et le second camp s'est opposé à la loi, donc il y a le maintien d'une distinction et je fais pas comme s'il y avait un glissement général des uns vers les autres. Bon, mais en même temps, disons que la manière dont effectivement on n'a pas su porter haut une vision de la laïcité comme liberté de conscience, à partir du moment où on dit, bon, la première finalité de la laïcité, c'est la liberté de conscience, eh bien, des fois, la liberté de conscience, on doit l'imposer face, justement, à des normes religieuses qui pourraient contaminer la société civile. Et c'est là où, pour moi, toutes les laïcités de 1905 ont un aspect anticlérical. Et l'aspect anticlérical, c'est pas un aspect permanent, c'est le jour où il y a résurgence du cléricalisme et sur les problèmes où il y a résurgence du cléricalisme ou maintien du cléricalisme, on pourrait dire aussi. Bon, alors là, effectivement, et l'exemple de la fin de vie est un bon exemple. Tous les sondages montrent qu'il y a une grande majorité des Français qui sont attachés à la fin de vie. On a réuni un jury citoyen, enfin on a fait des commissions et des commissions et des commissions, et tout ça pour finalement une impasse, pour s'embourber dans. Bon, et là on peut pas quand même ne pas penser que il y a du cléricalisme qui pèse beaucoup plus auprès des pouvoirs publics que son importance réelle au niveau du nombre de gens qui regroupent et au niveau électoral. Bon, on pourrait reprendre un autre exemple qui est l'exemple des ABC de l'égalité. Là, il ne s'agit pas du vêtement, du port de signes religieux, il s'agit des programmes. Il s'agit des programmes, et il y a eu reculade sur les programmes. Bon, pour moi, c'est quelque chose évidemment de plus grave, de plus important que d'obliger les élèves à une stricte neutralité religieuse. Bon. Et donc là, il y a aussi des effets où une délimitation, un usage social, je dirais rabougri de la laïcité, fait qu'on exfiltre de la laïcité des problèmes qui, pour moi, sont des problèmes laïques essentiels. Eh bien, c'est à vous. Nous avons encore une demi-heure, hein. Pas de souci.
Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. Bonjour et merci beaucoup pour cette. Je suis bordelaise et j'ai beaucoup de chance d'être venue à Lille pour voir ma fille et assister donc à cette conférence extraordinaire. Depuis longtemps, j'ai rêvé d'assister à votre conférence, Jean Bobéro. Et je dirais que vraiment c'est une magie laïque que de vous avoir entendu et je vous remercie bien. Et je dirais que en ce qui me concerne, je parle en tant que protestant et en tant que protestante. Et donc ma question est peut-être plutôt humoristique ou plus une provocation. La laïcité n'est-elle pas justement d'essence protestante, puisque en France, elle a été portée par des protestants, et on voit bien que c'est dans les pays du Nord, et sans qu'elle porte ce nom-là, qu'elle perdure. La laïcité pragmatique est plutôt pratiquée, et de manière efficace, dans les pays de l'Europe du Nord, où pourtant sévit la monarchie parlementaire. Voilà ma première question, et je dirais, et pour conclure, que la laïcité n'est-elle pas difficile d'application en France, dans cette France fille aînée de l'Église catholique, où on confond notamment le religieux et le laïque, et au surplus, quand cette France est confrontée notamment à une professionnalisation des politiciens qui ne peuvent pas porter la laïcité de manière efficace et de manière normalisée, je dirais. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou est-ce qu'on... Comme vous voulez. On peut prendre 3 questions et puis je vais répondre aux 3. Bonjour. Moi, j'aurais une question à vous poser en rapport à un article que j'ai lu de Flores d'Arcaïs pour la préparation d'un débat philosophique auquel étaient présents certains membres de l'assistance, où cette personne, cet intellectuel italien, dit que le combat pour la laïcité doit être repris à nouveau frais, avec ardeur, non pas pour l'instaurer, mais pour la défendre, en tant qu'elle serait aujourd'hui aux prises avec une offensive extrêmement dure, extrêmement brutale de la part de l'islam politique et de l'islam radical, le salafisme notamment, dans la mesure où ces courants politiques contesteraient la capacité, la légitimité pour les démocraties et singulièrement la République laïque d'être autonomes sur le plan politique, c'est-à-dire de décider de manière librement consentie, délibérative, des lois qui s'appliquent en leur sein, à l'opposé des lois absolument intangibles, indiscutables, qu'eux-mêmes voudraient imposer. Et il fait référence au massacre de Charlie Hebdo, en disant que ce massacre a été en fait une forme de sanction en référence à une législation anti-laïque et politico-religieuse fondée sur la charia. Voilà. Voilà, je voulais vous entendre à ce propos. Merci. Le monsieur aussi. Moi, j'aimerais que, si c'est possible, que vous puissiez nous dire un petit mot sur la laïcité d'empire et sur comment se présentait le débat en matière d'application du régime de séparation sur ce que Hachi appelle l'islam impérial. Trois autres conférences. Bon, on va vous réinviter. Je vais forcément faire des réponses rapides, donc sommaires. Bon, alors. Moi je dirais que ce qui est vrai que des protestants ont participé, si vous voulez, à la construction de la laïcité. Bon, ils y ont participé hors en France, puisque la première expérimentation, disons, d'un État laïque, ça a été le Rhode Island au XVIIe siècle. Bon, séparation où là on a inventé, à partir d'une culture où la Bible était englobante, on a inventé la séparation entre des lois civiles et des lois religieuses. Bon, puisque le Rhode Island se voulait une terre où tous les gens qui étaient persécutés pour des raisons de religion pouvaient venir comme refuge. Le problème, c'est qu'on s'est dit attention, qu'est-ce qui est religion et qu'est-ce qui est civil? Bon, et il y a eu des débats, par exemple, les Indiens faisaient des sacrifices rituels humains,
Bon, est-ce que c'était civil ou est-ce que c'était religieux? On a dit non, c'est civil, on n'a pas le droit de tuer son prochain, même pour des motifs religieux. Il y avait des gens qui battaient leurs femmes parce que elles étaient pas obéissantes, elles leur faisaient sans doute pas assez la cuisine. Bon, alors est-ce que c'était civil ou est-ce que c'était religieux? Ils se revendiquaient de l'apôtre Paul, femmes, soyez soumises à leur mari. On a décidé, mais après des débats, on est au XVIIe siècle, que c'était civil et qu'on n'avait pas le droit de battre son prochain, y compris. Bon, donc voilà, on a commencé à séparer du civil et des religieux. Mais ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que c'est des mouvements qui sont contestataires à l'intérieur même du protestantisme. Et c'est pas le protestantisme établi. Et en France, bon, des protestants ont participé à la laïcité, mais aussi des juifs, des catholiques, et puis évidemment les libres penseurs. Bon, moi je dirais quand même que la laïcité est fondamentalement une construction politique. Alors, effectivement, il peut avoir des gens qui ont des croyances religieuses et qui y participent. C'est pas uniquement une affaire d'athées, mais c'est souvent une affaire de minoritaires, puisque évidemment une laïcité, liberté de conscience va protéger les minorités. Et donc, c'est bon. Si les protestants français ont beaucoup participé à la laïcité, c'est à la fois sans doute parce que, effectivement, dans le protestantisme, il y a une critique du cléricalisme, mais aussi parce qu'ils étaient une religion minoritaire en France. Il y a eu l'articulation des deux, et donc il y a cet aspect de construction politique pour lequel il est important d'assister. Alors, ça permet aussi d'emboîter sur la deuxième question. Là, le problème, le salafisme, ça peut être un salafisme qui est rigoriste. S'il est rigoriste pour des gens qui sont convaincus que c'est comme ça qu'il faut vivre, eh bien, on va pas les persécuter, disons, parce qu'ils sont convaincus qu'il faut vivre comme ça. Donc c'est pas le salafisme lui-même, c'est effectivement s'il y a des prétentions de régir politiquement un ensemble d'une population, quelles que soient ses convictions, où là la doctrine politique devient une doctrine que la laïcité doit combattre, puisque cette doctrine n'admettra pas la liberté de conscience et le droit de vivre selon la liberté de conscience. C'est important dans la mesure où justement là ça sépare l'optique séparatiste et l'optique gallicane. L'optique gallicane dira il faut un islam républicain, comme elle a dit au début du XXe siècle, il faut un catholicisme républicain. Bon. Or, la loi de 1905, elle impose pas du tout un catholicisme républicain. Et ce qu'elle impose, c'est la tolérance civile, le fait que il y a égalité, mise à égalité, disons, du droit de croire et de pas croire. Bon. Avec non seulement au niveau évidemment personnel, mais au niveau aussi de la société, de la circulation sociale. Bon, et là c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui va être dangereux et ce qui doit être combattu, c'est pas des doctrines elles-mêmes, c'est le fait que ces doctrines seraient imposées à des gens qui n'y adhèrent pas librement. Autrement dit, il peut avoir des autorités religieuses. En régime de laïcité, il peut très bien avoir des autorités religieuses. Il ne peut pas avoir un pouvoir religieux du même ordre que le pouvoir politique, ou un pouvoir religieux auquel le pouvoir politique donnerait appui pour qu'il puisse s'imposer en dépit de la volonté des gens. Bon. Alors à ce niveau-là, là aussi il ne faut pas être essentialiste, c'est-à-dire que les choses changent suivant les époques, suivant les pays, etc. Au XIXe siècle, beaucoup de militants laïcs disent que l'islam est plus compatible avec la laïcité que le catholicisme. Pierre Larousse, notamment l'auteur du Grand Dictionnaire, défend cette idée-là. La loi de 1905 n'est pas appliquée en Algérie, c'est les oulémas qui réclament son application en Algérie, et ils l'obtiennent pas. Ils l'obtiennent pas, et au contraire, alors vous parlez des constructions sociales. Bon, la Cour d'appel d'Alger a une construction extraordinaire, une catégorie juridique de musulmans chrétiens, parce que les musulmans, c'était une catégorie juridique qui n'avait pas les mêmes droits que les Français,
quid des musulmans qui se convertissaient au christianisme? Eh bien, on crée cette catégorie juridique des musulmans chrétiens pour ne pas leur donner les mêmes droits que les Européens d'Algérie. Bon. Donc, il n'y a pas un islam éternel, il n'y a pas... et il y a des situations concrètes, alors dans lesquelles il faut ni nier l'importance de la référence religieuse, mais en même temps pas réduire à cette référence religieuse. Quand vous lisez par exemple Pierre-Jean Luisard, qui est un spécialiste de l'Irak, de la Syrie, de ces régions-là, le livre qu'il a écrit sur Daesh, eh bien vous voyez que je dis pas qu'il n'y a pas cette revendication religieuse chez Daesh qui lui donne une certaine attractivité auprès d'un certain nombre de gens et notamment de jeunes par Internet, mais la création, la fabrication de Daesh s'explique quand même d'abord par une histoire politique. Par une histoire politique et notamment par l'attitude des puissances européennes au Moyen-Orient depuis la guerre 14-18 et plus récemment la politique américaine au Moyen-Orient. Bon. Donc tout ça, ça a des imbrications. Et alors, bon, la personne évidemment qui est allée peut-être le plus loin dans ce sens, c'est George Corn. Je crois que vous avez... Voilà. À mon avis, George Corn va trop loin, c'est-à-dire lui, il évacue pratiquement toute dimension religieuse. Moi, j'irai pas jusque-là. Je dirais qu'il peut avoir une dimension religieuse qui intervient dans le débat, mais attention justement de ne pas surinterpréter en termes de religion des problèmes. Autrement dit, si, à mon avis, s'il n'y avait pas la contestation... Enfin, le problème, c'est que dans l'islam politique, il y a à la fois toutes ces revendications qui vont contre la liberté de conscience, etc., mais il y a en même temps la critique d'une mondialisation, occidentalisation, et d'une société de consommation qui réduit l'être à l'être qui consomme, bon, qui a été porté auparavant par le communisme, avec le stalinisme, etc., qui est à chaque fois porté par des forces qui ont des dérives totalitaires et qui sont dangereuses et menaçantes, mais en même temps, on imagine mal que cet ordre-là mondialisé s'impose sans aucune forme de résistance, même dévoyée. Et donc on est dans cette tension de dire attention que la critique de l'extrémisme qui se revendique comme islamiste, etc., fasse pas qu'au bout du compte on ne critique plus la société globale. On ne critique plus la société globale parce que il y a des gens qui reviennent, disons, de l'horreur de Daesh. Mais le problème, c'est que j'ai pas vu des gens qui arrivent à sortir de la société de consommation où on devient un espace de cerveau disponible. On en est tous plus ou moins dépendants. Bon, donc on est dans une tension importante. Bon. Alors l'islam impérial, si j'ai bien compris, parce que je voudrais pas faire d'erreur, mais c'est notamment l'Empire ottoman. L'Empire ottoman il y a une véritable liberté de religion, mais qui est une liberté plus à des collectivités qu'à des individus. Alors moi je le mets et c'est pour ça d'ailleurs, enfin c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Empire ottoman, qui faisait que les laïcs du 19e siècle disaient que l'islam était plus compatible avec la laïcité que le catholicisme, puisqu'il mettait en contraste justement la tolérance dans l'Empire ottoman et l'inquisition du Moyen-Âge chrétien. Bon. Alors, c'est dit, le problème du système des Miyettes, c'est le problème de l'individualisation. L'individualisation qui, là aussi, est liée à des processus sociaux, qui fait que la religion maintenant est de plus en plus quelque chose qui, même si elle a une expression collective, provient de choix individuels. La manière dont on se rattache, pas seulement le droit de croire et pas croire, mais la manière dont on se rattache à la religion et dont fait ses choix religieux est quelque chose qui s'est individualisé. Bon. Et le saut qu'il y a à faire sans doute de la tolérance telle qu'elle se pratiquait dans l'islam impérial à la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas seulement une liberté admise à des collectivités, mais qu'il y ait aussi une liberté admise à des individus. Bon, alors
l'Empire ottoman avait un petit peu fait ça, puisqu'elle avait aussi donné la liberté à des juifs qui étaient hérétiques par rapport, ou hétérodoxes, il faudrait mieux dire hétérodoxes pour des juifs, par rapport au judaïsme majoritaire de l'Empire ottoman. Donc elle avait commencé à admettre le droit de minorité au sein de minorités. Mais bien sûr, c'est quand même marqué par le fait que ça s'est passé à des siècles précédents, et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui devrait être actualisé et être transformé pour tenir compte de cette situation où c'est plus seulement des groupes, mais c'est aussi des individus qui se rattachent avec, disons, à la religion, avec une dialectique de proximité, de distance, suivant les actes de leur vie. D'autres questions? Oui. En attendant, je précise que donc votre question pourra rebondir, si je puis dire, lors de la séance de samedi avec Jeanne Favret-Saada, qui sera en plein sur ces sujets. Et comme l'a déjà fait remarquer Jean Bobéro, Georges Corme sera présent le vendredi 20 novembre pour présenter son livre Pour une lecture profane des conflits. Donc, éventuellement, j'évoquerai cette critique. Oui, une question? Oui, je partage tout à fait votre idée que le divorce, les lois sur l'avortement, contraception et lors du mariage pour tous sont des grandes lois laïques. Ça me rappelle aussi le texte de Francis Roncin des divorcières, qui disait même que le divorce était peut-être la première grande loi laïque, en particulier parce qu'elle instaurait le consentement des individus, y compris des femmes, et parce que elle instaurait également le principe d'alternance, finalement d'historicité des contrats. J'aurais une question, dans la mesure où le sexe n'a plus de fonction civile, depuis l'égalité de statut des parents en 70 et 2002 pour les couples non mariés et avec le mariage pour tous en 2013, est-ce qu'on pourrait pas poursuivre philosophiquement, peut-être plus qu'historiquement pour l'instant, mais l'idée qu'on pourrait dénaturaliser l'état civil, désexuer l'état civil? Je rappelle qu'il y a un livre de Thierry Hoquet qui est paru en juin, Sexus Nullus, à ce propos, et c'est une idée que je défends également depuis longtemps. L'état civil produit des effets comme l'état civil sexué produit des effets. C'est-à-dire que dans les États racistes, on racialisait l'état civil et on savait bien que ça avait des effets. De dire il y a des blancs et des noirs, ça voulait dire quelque chose. Mais dire qu'il y a des hommes et des femmes, ça veut aussi dire quelque chose. On s'en rend pas tout à fait compte parce qu'il y a un progrès de l'égalité et on peut considérer que l'égalité est largement gagnée au plan du droit. Mais somme toute, ça produit toujours des effets et dans un cas qui peut paraître limite, mais qui, je trouve, est frappant, c'est le cas des transsexuels. C'est-à-dire que lorsque un transsexuel veut changer de sexe, ce que l'État attend de lui pour témoigner de son nouveau sexe est tout à fait contraire, finalement, au principe de liberté individuelle, puisqu'il va falloir vraiment qu'il adopte le comportement, enfin, pour dire les mœurs de l'autre sexe, comme si l'État était expert en bon droit, en bon genre, et savait exactement ce qu'était être une femme de bon genre, un homme de bon genre. Enfin, je pourrais préciser davantage, mais je suis tout à fait d'accord pour dire qu'en fait, c'est une affaire de liberté de conscience et une liberté d'usage de soi, et que l'État devrait peut-être plus mettre son nez dans des affaires qui sont finalement d'ordre privé, qui sont maintenant la sexualité et le genre que l'on se donne. Donc, troisième, et puis... Pas d'autres questions pour l'instant? Oui. Oui, alors, attendez, il y en a eu deux questions, non? J'en ai noté qu'une, non? Non, il y a qu'une question. D'accord, il y a qu'une question. Oui, alors, effectivement, bon, alors moi je dirais pas que le divorce a été la seule loi laïque des années 80, des années 1880. Bon, ça a été effectivement une des grandes lois laïques des années 1880. Ceci dit, d'autres lois ont eu comme effet, c'était pas des lois laïques directement, mais comme effet, disons, de favoriser la laïcité. La loi sur la liberté de la presse, la loi sur la liberté de réunion, la loi sur la liberté syndicale sont des lois qui finalement après permettent plus de pluralisme, plus de débat dans la société civile, etc. Et les années 80 sont des années, pour moi, où l'émergence de la laïcité n'est pas uniquement la loi de 1882 sur la laïcisation de l'école publique. Il y a vraiment un ensemble de libertés publiques.
et qui vont dans le sens que vous indiquez, c'est-à-dire dans le sens finalement d'un gouvernement limité. Là aussi, c'est tout à fait dans la filiation de John Locke, le fait que le gouvernement renonce à gouverner les individus au niveau d'être un peu leur père ou leur mère spirituelle, mais administre, disons, un pays avec des individus autonomes. Bon, alors. Bon, moi je suis intéressé effectivement par la question des transsexuels et ce qui manifeste, si vous voulez, comme brouillage un peu des genres. Je n'ai pas assez étudié la question pour savoir s'il faut désexualiser l'état civil ou pas. Pourquoi pas a priori, moi, j'ai pas de réticence face à ça. Je pense que il y a sans doute quelque chose à trouver dans la redistribution disons des sexes, parce que bon, comme vous savez, dans le féminisme, il y a eu des gens qui ont dit qu'être féministe, c'était revendiquer une égalité de semblables, et puis il y a eu des gens qui ont dit, au contraire, c'est revendiquer l'égalité en étant différent. Bon, et les deux me semblent intéressants. Ceci dit, effectivement, est-ce que l'identité représentée qu'on se donne doit correspondre à l'identité corporelle qu'on a vis-à-vis des autres? Personnellement, je n'en sais rien, et je dirais j'ai pas assez étudié le problème pour me déterminer avec pertinence. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que la difficulté, disons, que transsexuel a à vivre son itinéraire est quelque chose qui me pose question. Je peux pas en dire plus dans l'état actuel, disons, de ma réflexion, mais c'est vrai que ça pose un véritable problème. Et bon, c'est toujours pareil, c'est les minorités qui amènent la société à se poser de nouvelles questions et à avancer. Bon, donc on va bien voir ce que ça va donner. Bon, je regrette de pas en dire plus, mais bon, c'est difficile pour moi de m'aventurer dans des sujets que j'ai pas complètement étudiés. Peut-être s'il n'y a plus de questions de la salle, j'en formulerai une dernière dans les 5 minutes qui nous restent. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la figure de John Locke. Oui. Je crois que, je me rappelle plus, j'ai pas retrouvé le passage, quelque part vous citez quelqu'un qui dit que la laïcité est une exception libérale dans un système. C'est Augier-Cabane, c'est Madame Augier-Cabane. C'est ça. Et alors il y a quand même dans votre livre quelque chose sur lequel j'ai pas mis l'accent, qui est une critique du jacobinisme et donc une critique d'un certain républicanisme. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur cette question du républicanisme, parce que c'est quand même un des grands enjeux de votre livre, je trouve. Oui. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'on a, enfin, quel est dans ce qu'on appelle jacobinisme, quel est le colbertisme, le jacobinisme, le bonapartisme. On pourrait se dire aussi que si bon, le jacobinisme a été au pouvoir très peu de temps, hein, quelques années. Bon, alors pourquoi ça aurait tellement d'influence sur la France? Bon, sans doute parce que le jacobinisme a repris des formes qui existaient avant lui, et que après lui le bonapartisme a continué. Bon, et que des fois ce qu'on appelle jacobinisme, en fait, on pourrait tout autant le qualifier de bonapartisme. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Jules Ferry disait, lui, que les deux dangers qui guettaient la République, c'était le jacobinisme et le bonapartisme. Et il disait ça alors que le bonapartisme venait de sévir avec Louis-Napoléon Bonaparte, hein, et que donc à bon droit les gens pouvaient le considérer comme vraiment le danger principal. S'ils mettaient le jacobinisme à égalité avec le bonapartisme,
C'était vraiment que dans son esprit, il y avait ce danger. Alors, c'est quoi le danger du jacobinisme selon Jules Ferry? Et si j'invoque Jules Ferry, c'est parce que je le trouve assez convaincant. C'est de dire que on va différer la liberté, que la liberté c'est très bien, mais plus tard, que c'est pas réalisable maintenant. Parce que justement, les gens sont pas assez mûrs, sont pas assez adultes entre guillemets, sont pas assez éduqués, sont pas assez, etc. Et donc, on va le différer la liberté, et la liberté, c'est pour plus tard. Et il dit, si on a cet état d'esprit-là, la liberté ne vient jamais. La liberté ne vient jamais parce que et c'est ce qui s'est passé. Alors, on pourrait appliquer cette critique à Jules Ferry lui-même, puisque Jules Ferry n'a pas été partisan, par exemple, du vote des femmes. Bon, mais dans les années 1880, à part quelques militantes féministes, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, par contre, Buisson, au début du XXe siècle, lui, était partisan du vote des femmes. Mais l'exemple du vote des femmes est très clair. On a fait du jacobinisme par rapport au vote des femmes. On a dit il faut d'abord que les femmes soient éduquées avant de pouvoir voter. Bon. Sauf que, d'une part, on ramenait l'intelligence, l'esprit critique, l'esprit d'examen, etc., à une éducation institutionnelle, hein, bon, ce qui était quand même faire fi de la capacité justement de l'être humain à s'auto-émanciper, à réfléchir, à avoir de la réflexivité, etc., etc. Hein. Et donc déjà le fait d'imposer aux femmes d'être éduquées avant de pouvoir voter, déjà ça me paraît tout à fait problématique. Bon. Et ensuite, si vous voulez, elles étaient jamais assez éduquées. Dans l'entre-deux-guerres, vous aviez plein de femmes qui avaient quand même réussi à percer dans les matières, dans les professions qui étaient jusqu'à présent exclusivement masculines. Elles avaient percé vraiment parce qu'elles étaient les meilleures. Vous savez, par exemple, il y a eu, alors je résiste pas à vous raconter cette anecdote parce que l'Académie de médecine avait dit que de toute façon les femmes n'étaient pas assez intelligentes pour pouvoir être médecins. Bon. Et donc il fallait pas qu'elles se présentent aux examens. Et Paul Bert disait mais si elles sont pas assez intelligentes pour réussir les examens, pourquoi leur empêcher de se présenter? Elles échoueront, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Bon. Et alors, l'Académie de médecine, à ce moment-là, était composée de savants, donc des gens qui savaient réfléchir et théoriser, a dit oui, mais une femme peut faire tellement d'efforts vis-à-vis de l'examen, qu'elle pourra le réussir, mais alors à ce moment-là, elle pourra plus avoir d'enfants. Elle aura fait tellement d'efforts qu'il sera impossible. Et je vous assure, et ces gens étaient évidemment très sérieux, très savants, etc. Bon. Et donc voilà, le principe de la liberté différée, on a toujours de bonnes raisons de mettre plus tard bon. Et bon, moi je suis issu d'une bourgade limousine au fin fond de la France. Bon. Et je commence à être assez âgé, et dans les années 50, il y avait encore un système de démocratie villageoise qui était le système des veillées. Hein. Les décisions se prenaient à la veillée. À la veillée, les hommes palabraient, les femmes tricotaient et les enfants jouaient. Et à la fin de la veillée, l'ancien disait de manière consensuelle la décision qui résultait de la discussion des hommes. Et donc, moi, dans un premier temps, il m'est resté le souvenir de ces veillées comme exemple, justement, de démocratie masculine, puisque les femmes ne parlaient pas, elles tricotaient, elles cousaient, etc. Et puis, j'ai réfléchi un peu, et je me suis rappelé que si les femmes ne parlaient pas, quand l'homme rentrait dans la maison, la femme lui disait « Qu'est-ce que t'as dit à la veillée? Pourquoi t'as dit ça ?» etc. Et autrement dit que c'était plus une séparation des sphères, hein, à l'homme la sphère publique, à la femme la sphère privée, et la femme était maîtresse de la sphère privée, et l'homme devait rendre compte dans la sphère privée. Et donc, en fait, il y avait déjà une certaine autorité des femmes dans cette société traditionnelle. Et donc, le système que les républicains prétendaient exister de la femme soumise, en fait, il n'existait pas.
Il n'existait pas. C'était un système traditionnel qui était bousculé par effectivement l'éducation, la mobilité plus grande, les chemins de fer, les journaux, etc. faisaient que ce système devenait obsolète à la fin des années 1800, même si il subsistait encore donc un peu en 1950, puisque c'est la date de mes souvenirs. Bon, mais il n'y a jamais eu, disons, des femmes sous-éduquées par rapport à des hommes qui étaient des esprits forts. Simplement, effectivement, face à la religion, il y avait une différenciation des tâches. C'est-à-dire que la majorité des gens voulaient être dans une relation de proximité, de distance par rapport au catholicisme. De distance parce que la Révolution avait créé une classe de tout petits propriétaires ruraux, et que cette classe de tout petits propriétaires ruraux, s'ils pratiquaient pas le contrôle des naissances, ils redevenaient dépendants des notables. Et de fait, la démographie française, elle stagne au XIXe siècle, hein, contrairement à la Prusse, contrairement à l'Angleterre, etc., qui décolle beaucoup au niveau de la démographie. Bon. Donc, ils pratiquaient le contrôle des naissances. Donc, quand ils allaient à confesse, ils y allaient plus parce que justement, on les obligeait à révéler leur pseudo-faute, et il aurait fallu qu'ils se repentent pour aller à Pâques. Bon. Mais donc les hommes n'allaient plus à confesse et jouaient les esprits forts, rationnels, etc. Bon. Mais il fallait bien que dans la famille, quelqu'un maintienne le contact avec l'Église catholique, parce que tout le monde voulait que les enfants puissent faire leur première communion, qu'on puisse se marier à l'Église, même si on pouvait se marier civilement, et surtout qu'on soit enterré religieusement. On voulait pas mourir comme un chien, comme on disait. Bon. Et donc, c'était les femmes qui devaient faire ce contact avec l'Église catholique. Bon. Et le compromis entre les femmes et les curés, c'était de dire aux femmes: est-ce que si vous acceptez pas les pratiques, alors c'était le coït interruptus, le pratique du contrôle des naissances, si vous acceptez pas cette pratique, est-ce qu'il y a danger que le mari aille voir ailleurs? Alors évidemment la femme disait: ah ben oui, il y a danger que le mari aille voir ailleurs. Bon, donc moindre mal à accepter, mais quand même n'en profitez pas trop. Bon. Et donc, c'était pas la femme. Enfin, vous voyez, ce qu'on a essentialisé comme la femme soumise, en fait, on peut le voir comme une stratégie familiale où la femme gérait la proximité avec l'Église catholique et le mari gérait la distance avec l'Église catholique, et tout le monde s'y retrouvait parce que l'Église catholique, elle pouvait pas perdre les femmes, elle avait déjà perdu largement les hommes, et donc il lui serait resté que les ânes et les bœufs. Bon. Donc voilà. Donc si vous voulez, il y a cette essentialisation, et pour moi, cette essentialisation et jacobinisme ont partie liée. Et donc, il faut courir le risque de la liberté. Je sais bien que c'est un risque, hein, c'est un risque. Mais je crois que c'est le pari fondamental, si vous voulez, et de la démocratie et de la laïcité. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Madame Augier-Cabane quand elle dit que la laïcité, c'est l'exception libérale dans le modèle jacobin français, entre guillemets. Merci, c'est une très belle conclusion.